Bonjour à tous et je vous remercie d'être venu m'écouter en cette période difficile. Alors, voilà, donc le prétexte de ma conférence est, est l'invitation de Mme Souvet, que je remercie, pour la conférence dans le cadre de l'exposition Poser nos valises. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler l'expédition militaire franco-britannique de 1940 en Norvège, dont l'objectif principal était la prise de Narvik. D'abord, je présenterai les raisons de cette expédition. Ensuite, j'aborderai le déroulement des opérations militaires en Norvège. Et enfin, je parlerai du parcours des Vosgiens qui ont pris part à l'expédition et de leur destinée après la campagne, et également ceux qui ont embarqué pour la Norvège, mais qui ne sont pas arrivés à destination. Alors, pour les descendants de militaires ayant participé à la bataille de Narvik, que je remercie d'être venus, vous m'en voudrez pas si je développe pas tout du parcours de votre ancêtre, ou si je ne parle pas de lui, c'est parce que j'en ai pas eu, du moins je ne l'ai pas retrouvé dans le cadre de mes recherches. Mais après, ce sera l'occasion d'un échange. Alors, tout d'abord, pourquoi l'expédition de Narvik? Alors au début, les Français et les Britanniques avaient prévu de constituer un corps expéditionnaire afin d'intervenir en Finlande pour combattre les Soviétiques lors de la guerre d'hiver. Mais les Finlandais avaient capitulé. Fin mars 1940, lors de la réunion des chefs politiques et militaires alliés à Londres, qui réunit le général Gamelin, l'amiral Darlan ainsi que Winston Churchill, il projette une opération en Scandinavie pour couper la route du fer par laquelle circule le minerai de fer suédois qui est indispensable pour l'industrie de guerre allemande. Alors, le minerai de fer était amené par chemin de fer jusqu'au port norvégien de Narvik, qui se situe au-delà du cercle polaire arctique. Voilà, et c'est pour protéger cet axe stratégique que le 9 avril 1940, Hitler envahit le Danemark, puis le même jour, 6 divisions allemandes débarquent en Norvège. Les Norvégiens sont écrasés, mais quelques unités continuent à se battre. En 48 heures, les Allemands ont pratiquement occupé l'ensemble des côtes, les ports et les aérodromes de la Norvège. Donc maintenant, je vais passer au déroulement des opérations en Norvège, ou la conduite des opérations, comme on dit dans les états-majors. Alors, le corps expéditionnaire français en Scandinavie est mis sur pied le 28 février 1940. Et ce corps expéditionnaire est composé de 15 923 hommes des forces terrestres franco-polonaises, et l'effectif des Alliés au total pour l'expédition était de 30 000 hommes. Le CEFS était commandé par le général Audet, puis finalement par le général Bétouard. Voilà, puis il faut savoir aussi que le général Bétouard avait commencé sa carrière militaire en 1912 dans les Vosges au sein du 152e régiment d'infanterie, qui était alors en garnison en grande partie à Gérardmer, mais il y avait quand même quelques éléments qui étaient encore en garnison à Bruyères. Alors, la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère est cantonnée après son départ d'Afrique du Nord dans le Larzac, et les chasseurs alpins dans l'Ain, puis ils sont ensuite rassemblés à Brest. Et l'embarquement des troupes françaises au port de Brest commence le 12 avril 1940. Et le transport des troupes est assuré par la force Z de la Marine nationale, commandée par le contre-amiral Derrien, et la flotte comprend, pour la protection du convoi, des croiseurs, des contre-torpilleurs et des torpilleurs, ainsi que
pour le transport des paquebots armés pour l'occasion, ainsi que des paquebots et cargos civils réquisitionnés pour l'occasion, du moins pour la guerre. Voilà, alors donc, le corps expéditionnaire français en Scandinavie se compose, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, de la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère, qui est formée en début 1940 en Algérie et qui est commandée par le lieutenant-colonel Magrin-Verneret. Et elle se compose en partie de républicains espagnols qui s'étaient engagés pour combattre les nazis qui avaient aidé Franco à gagner la guerre civile. Et d'ailleurs, cette unité existe toujours de nos jours. Et puis après, pour la dénomination de marche, c'est juste pour la période de la campagne. Après, dans la période après le 18 juin, quand ils ont rallié le général de Gaulle, ce terme a été retiré. Donc, il y a également la brigade autonome de chasseurs Podal, qui est une unité polonaise qui a été formée en 1940. Et elle a été formée en fait au sein de l'armée polonaise reconstituée en France. Et ces hommes avaient quitté la Pologne par la Roumanie et avaient ensuite rejoint l'Afrique du Nord et puis la France métropolitaine. Elle se compose également de la première division légère de chasseurs, qui est l'ex-brigade de haute montagne, qui a été formée en 1940, et elle est commandée par le général Bétouard. Donc, elle comprend la 5e demi-brigade de chasseurs alpins, comprenant les 13e, 53e et 67e bataillons de chasseurs alpins, la 27e demi-brigade de chasseurs alpins, composée des 6e, 12e et 14e BCA. Le corps comprend également la 2e division légère de chasseurs, qui, elle, a embarqué en direction de la Norvège, mais elle a été déroutée pour le front français en mai 1940. Elle se compose de la 2e demi-brigade de chasseurs alpins et de la 24e demi-brigade de chasseurs à pied. Et il y avait également la 1re division légère d'infanterie qui était prévue pour la Norvège, mais elle n'a jamais embarqué et elle fut envoyée dans la Somme suite à l'affaire du 10 mai 1940. Voilà, ensuite, le CEFS en mer est divisé en 2 groupes. Le premier, qui est dans la baie de Scapa Flow, en Écosse, et le second débarque à Namsos le 19 avril 1940. Il s'agit de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins aux côtés d'une brigade britannique. À partir du 20 avril, la ville fut bombardée et subit de nombreuses destructions. Les Alliés s'accrochent et progressent, mais des renforts sont envoyés, mais ils ne peuvent pas débarquer à cause du mauvais état du port et de la menace de la Luftwaffe. Les troupes franco-britanniques rembarquent dans la nuit du 2 au 3 mai 1940. Le 28 avril, le général Bétouard débarque à Arnstadt, qui se situe ici, où il y a la souris, en Norvège, pour préparer l'objectif de toute l'opération, la prise de Narvik. Donc, le général anglais Mackenzie, qui commande les opérations terrestres, déclare qu'il fallait attaquer directement Narvik par 3 côtés à la fois. Mais le général Bétouard s'y oppose et prévoit de s'emparer de la péninsule d'Øyjord. Excusez-moi de la prononciation. Bon, je ne suis pas norvégien, alors vous m'excuserez. Et puis avec un accent vosgien, ça peut aider aussi. On l'excuse. Pour ensuite établir une tête de pont, puis prendre Narvik. C'était ce que prévoyait Bétouard. Donc, le 13 mai 1940, à minuit, débute le débarquement de Bjerkvik,
après le pilonnage des positions allemandes par les navires alliés. Des unités britanniques débarquent au nord de Lofotenjord et sont rejoints la 27e demi-brigade de chasseurs alpins et la 13e DBLE. Voilà, les chasseurs alpins, eux, combattent au nord de Bjergvik et les légionnaires et les chars de la 342e compagnie autonome de chars de combat, eux, s'emparent de la ville de Bjergvik en quelques heures. Alors, le général Betuor envoie les Polonais et les chars poursuivre les Allemands dans la péninsule d'Ojord. Alors, les Polonais, alors nos amis polonais sont ici. Voilà, alors oui, et les Allemands qui combattaient en face étaient principalement des Gebirgsjäger, c'est-à-dire des troupes de montagne. Alors, depuis le 10 mai 1940, la situation devient préoccupante en France et l'évacuation de la Norvège est prévue. Betuor et le général anglais Cork décident de préparer quand même un second débarquement et il sera finalement maintenu. Parce que en cas d'évacuation, la partie là, ce secteur justement, de tenir ce secteur facilite l'évacuation en fait. Alors le 27 mai 1940, les armées alliées lancent l'assaut final sur Narvik. À 11h45, la flotte alliée commence à pilonner les plages prévues pour le débarquement. À 12h15, la Légion débarque et sera suivie par un bataillon de chasseurs alpins et 2 bataillons polonais. Dans la journée, la flotte alliée doit se replier à cause des attaques des chasseurs bombardiers, ce qui l'empêche de fournir un appui-feu. Les Allemands attaquent et obligent les Alliés à reculer, ce qui menace la tête de pont. Finalement, les Allemands sont repoussés. Le 28 mai, les forces alliées s'emparent de Narvik, c'est la première victoire alliée de la guerre. La route de fer fut coupée, mais seulement pour quelques jours. Du 29 mai au 4 juin, les Alliés poursuivent leur offensive vers la frontière suédoise, mais entre le 1er et le 7 juin, les Alliés évacuent la Norvège, dont le CEFS est rappelé d'urgence en France. Les soldats français rejoignent directement la Bretagne pour être engagés dans la bataille de France et d'autres rejoignent la Grande-Bretagne. Parmi ceux qui rejoignent l'Angleterre, une partie ralliera la France libre du général de Gaulle, dont la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, en grande partie, et d'autres décident de rejoindre le maréchal Pétain, et eux sont rapatriés en France via le Maroc. Alors, le corps expéditionnaire français en Scandinavie, lors de la campagne de Norvège, a perdu 350 tués de toutes armes. Alors maintenant, je vais passer à la partie qui nous intéresse le plus, celle des Vosgiens appartenant au corps expéditionnaire français en Scandinavie. Alors, je vais tout d'abord commencer par la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère avec René Morel. René Morel, né le 6 décembre 1908 à Granges-sur-Vologne. Il est le fils d'un directeur commercial dans le textile. Il est appelé sous les drapeaux et lors de son service militaire, il suit les cours d'élèves officiers de réserve à Saint-Cyr en 1930 et il est promu sous-lieutenant de réserve en octobre de la même année et il devient sous-lieutenant d'active en août 1933. Il sert dans différents régiments d'infanterie, dont le 158e puis 152e régiment d'infanterie. Le 21 février 1939, il est affecté au régiment étranger en Algérie, qui est en garnison à Sidi Bel Abbès, la maison mère de la Légion. Il est affecté au 2e bataillon de la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère le 20 février 1940. Il embarque le 3 mars 1940 à Oran, puis débarque le lendemain à Marseille.
Alors, il réembarque ensuite le 23 avril à Brest et il participe à la campagne de Norvège, dont la bataille de Narvik. Il débarque le 5 mai à Ballangen, qui se situe dans la région de Narvik. Alors, durant cette campagne, il est chef de la section de mitrailleuses de la compagnie d'accompagnement numéro 2, qui est commandée par le capitaine Amil Akvari, qui était un prince géorgien et sera plus tard compagnon de la Libération. Et il aura le grade de lieutenant-colonel lorsqu'il sera tué lors de la bataille d'El Alamein en 1942. Alors là, la compagnie d'accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est justement, il y a dans la compagnie d'accompagnement, il y a la compagnie de mitrailleuses ainsi que les mortiers et les canons anti-chars. Voilà, et René Morel, durant la campagne, il fait preuve de ses qualités de chef. Le 13 mai 1940, il débarque à 2 heures du matin à Bjerkvik, puis il monte sur la côte 277. Il sera soutenu par la section du lieutenant de Sérigné, qui est aussi un futur compagnon de la Libération, et il sera tué en Indochine. Alors à midi et demi, la section Morel reçoit l'ordre de se porter à un point qu'elle occupe déjà depuis 3 heures. Cette erreur s'explique par les moyens radio qui font cruellement défaut et ce qui a pour conséquence de ralentir les manœuvres. Alors, pendant le bombardement de la Luftwaffe du 17 mai, le PC de la compagnie à laquelle appartient le lieutenant Morel est bombardé. Il riposte avec des tirs de fusils mousquetons en raison des carences en matière de défense antiaérienne. Alors, d'après les carnets du lieutenant-colonel de Sérigné, il essuie 2 coups de fusil sans être blessé. Lors de cette campagne, le lieutenant Morel sera cité à l'ordre du corps d'armée. Il embarque ensuite à destination de la France le 8 juin 1940 et débarque le 15 juin à Brest. Alors, l'officier rejoint l'Angleterre le 16 juin et décide de rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle. Ensuite, le capitaine puis commandant Morel participe au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, alors rattachée à la 1re division française libre, à la campagne d'Érythrée, de Syrie, de Libye, dans la bataille de Bir Hakeim, où il s'est distingué à la tête de sa compagnie, à la campagne de Tunisie, d'Italie, puis au débarquement de Provence. Et il termine la guerre au cabinet du ministre de la guerre, André Diethelm, qui André Diethelm sera en 1945 député des Vosges. Alors, il prend part à la guerre d'Indochine, où il sera chef de corps de la 13e DBLE, puis à la guerre d'Algérie. Alors, sa carrière militaire se termine en 1968 avec le grade de général de division. Alors, il est compagnon de la Libération par décret du 23 juin 1941. Alors, il est titulaire de nombreuses décorations françaises, dont grand officier de la Légion d'honneur, dont on voit une photo de la remise de cette décoration par le général de Gaulle, et qui a eu lieu en 1962. Et il est aussi également titulaire de décorations étrangères, en particulier la Croix de guerre norvégienne avec épée et la médaille de la participation de la guerre norvégienne. Il décède le 8 mai 1974 à Granges-sur-Vologne. Alors, maintenant, je vais passer à un autre légionnaire de la 13e DBLE, Louis Lalvé. Louis Lalvé, né le 3 décembre 1905 à Feilly, près de Bruyères. Alors, il est issu d'une famille modeste. Sur son acte de naissance, il est mentionné comme étant enfant naturel et se nomme Louis Jolbert. En 1911, il est reconnu et légitimé par le mariage de sa mère avec Gustave Lalvé et change ainsi de patronyme. Comme quoi, il n'a pas eu besoin de la Légion étrangère pour changer de nom. Il avait pris de l'avance, vous me direz. Alors, son parcours militaire débute avec son incorporation au 18e régiment du génie à Nancy,
en novembre 1925, puis il sert au 44e bataillon du génie entre 1926 et 1927 au Maroc. Alors ensuite, il s'est réengagé au 38e régiment d'artillerie coloniale et il passe au 4e RAC, dans lequel il a servi en Indochine de 1928 à 1930. Il se réengage en novembre 1930 et il est affecté au 504e régiment de chars de combat de Valence. Voilà, il s'est marié le 2 mai 1932 à Feilly avec Simone Paulette Bertrand et rejoint le 6e régiment d'artillerie coloniale au Sénégal où il est présent entre juin 1932 et mars 1935. Et il est resté simple soldat durant toute sa carrière. Alors, il est libéré du service actif en mai 1935. Il était ouvrier agricole dans le civil et il était surnommé Chaunette. Alors, il s'est engagé pour 5 ans dans la Légion étrangère en décembre 1937. En début 1940, il rejoint la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère. Il était légionnaire de 2e classe et il avait le matricule 74 528 au sein de cette unité. Le légionnaire Lalvé embarque le 2 mars 1940 à Oran, puis elle arrive à Marseille 2 jours plus tard. Il embarque à Brest le 23 avril 1940 et débarque en Norvège le 6 mai 1940. Donc, Louis Lalvé est tué le 13 mai au lieu-dit d'Elezoard, dans la commune de Bjergvik. Voilà, il sera cité à l'ordre de la division à titre posthume et il est enterré encore de nos jours au cimetière militaire de Narvik. D'ailleurs, ce cimetière comprend encore de nos jours 122 tombes de soldats français. Alors maintenant, je passe aux chasseurs alpins avec leur tarte, leur béret légendaire. Alors, Pierre Tannant, né le 7 juillet 1909 à Saint-Dié, il est le fils du général Albert Tannant, qui était aussi originaire des Vosges, et il a été directeur de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Alors, Pierre Tannant est élève à Saint-Cyr au sein de la promotion Maréchal Gallieni entre 1927 et 1929. En 1932, il est volontaire pour le Maroc et participe aux opérations militaires dans l'Atlas en tant que lieutenant au sein du 15e régiment de tirailleurs algériens. Il faut savoir que le Maroc a été pacifié définitivement qu'en 1934. Alors, il est promu capitaine en 1938 et rejoint les troupes de montagne, successivement les 13e et 53e bataillons de chasseurs alpins. En avril 1940, Pierre Tannant embarque avec le 53e BCA pour la Norvège. Il effectue une escale à Greenock, en Écosse. Il débarque le 16 avril à Namsos, puis avec l'évacuation de Namsos, il rentre directement en France avec son unité. Et le capitaine Tannant se distingue en juin 1940 dans la Somme à la tête de sa compagnie d'accompagnement. D'après le journal officiel du 9 avril 1941, avec lequel il a signalé, avec lequel ce décret lui attribue le nomme au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Il est mentionné qu'il fut blessé par un éclat d'obus lors du combat de Bivy-la-Baignarde dans la Somme le 10 juin 1940. Après la défaite, il rejoint l'armée d'armistice, c'est-à-dire l'armée de Vichy, qui a existé entre 1940 et 1942, où il est affecté au 6e bataillon de chasseurs alpins de Grenoble jusqu'à sa dissolution en novembre 1942. Ensuite, en 1943, il rejoint l'Organisation de résistance de l'armée, l'ORA, avec le pseudonyme de Laroche. Alors, il est promu commandant FFI, puis nommé chef d'état-major du Vercors par le commandant Huette, qui était le chef militaire du maquis,
qui le charge de l'organisation des unités FFI du secteur. Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire et fait partie des troupes d'occupation en Autriche et il a effectué 2 séjours pendant la guerre d'Algérie. Il quitte l'armée en 1964 avec le grade de colonel. Alors, Pierre Tannant est également l'auteur d'un ouvrage intitulé Vercors au lieu de France, qui fut publié en 1947. Alors, il est également commandeur de la Légion d'honneur et titulaire de la Croix de guerre 39-45 avec plusieurs citations à l'ordre de l'armée. Pierre Tannant décède le 31 août 1988 à Grenoble. Donc ensuite, je passe à un officier qui était à l'état-major, Jacques Lauren. Donc Jacques-Olaf Lauren, né le 26 octobre 1913 à Paris. Alors, il est issu d'une famille originaire de Norvège qui s'est établie en France avant sa naissance. Il est incorporé le 23 novembre 1934 au 120e régiment d'artillerie à Épinal et sera maréchal des logis, c'est-à-dire sergent dans l'artillerie. Ensuite, il prépare son concours d'entrée à l'école d'artillerie de Fontainebleau, où il entre en octobre 1938 et il en sort sous-lieutenant en 1939. Il est affecté au 69e régiment d'artillerie. Début 1940, Jacques Lauren est affecté à l'état-major du corps expéditionnaire français en Scandinavie, puisque parlant norvégien, allemand et anglais, alors donc il débarque à Narvik. Il était théoriquement chargé d'interroger les prisonniers, puis aussi de traduire aussi les échanges avec les autres officiers alliés. Après l'expédition de Narvik, il rejoint l'Angleterre, puis il est affecté ensuite, et après, il fera partie de ceux qui ont décidé d'être rapatriés au Maroc, puis et après, il sera affecté au Levant. À l'issue de la campagne de Tunisie, il part rejoindre la mission militaire française en URSS, commandée par le général Petit, où il est chargé de regrouper les Français dispersés, dont les malgré nous. Alors après la guerre, il participe à la guerre d'Indochine, à l'expédition de Suez en 1956 et à la guerre d'Algérie entre 1961 et 1962 en tant que lieutenant-colonel. Alors Jacques Lauren est promu général de brigade et il est retraité en octobre 1970. Il se retire à Usmin puis à Épinal. D'ailleurs, il s'était marié avec une spinalienne. Alors, il est officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite et titulaire des croix de guerre 39-45 et TOE, ainsi que de la croix de la valeur militaire. Il décède le 12 janvier 1987 à Épinal. Alors, d'autres Vosgiens ont embarqué à destination, ont participé à la bataille de Narvik. Ce fut le cas de Gilbert Vinot, qui est né le 12 juin 1920 à Dévillers. Alors, dans le civil, il travaillait à la papeterie de Laval-sur-Vologne. Il s'est engagé en 1939 et il participe à la bataille de Narvik au sein d'une unité inconnue que je n'ai pas retrouvée. Alors, après la démobilisation, il a travaillé sur le mur de l'Atlantique dans l'organisation Todd avec son frère. Il retourne dans les Vosges qu'en octobre 1944, après la libération de Laval, puis il s'installe ensuite dans le centre de la France. Il décède le 28 avril 2006 à Limoges. Et les renseignements le concernant m'ont été transmis par son demi-frère. Alors, des Vosgiens ont embarqué à destination de la Norvège, mais ne sont jamais parvenus à destination. Ce fut le cas de Jules Célestin Ancel, qui est né le 11 juin 1937 à Donfin, près du 37e régiment d'infanterie de forteresse à Haguenau. Alors, il est nommé caporal en avril 1938, puis sergent en mars 1939.
Il s'est réengagé pour un an en juillet 1930. Pour un an en juillet 1939. Il est affecté au centre mobilisateur d'infanterie du corps expéditionnaire France-Scandinavie entre le 16 avril et le 20 mai 1940. Le troisième BCP appartenant à la 24e demi-brigade de chasseurs à pied dont j'ai cité précédemment. Alors il embarque à destination de la Norvège en renfort, mais elle est déroutée en mer pour combattre en France. Il est fait prisonnier le 17 juin 1940 à Bax-le-Hard. C'est une commune que je n'ai pas retrouvée sur Internet. Alors, ça, c'est une erreur de transcription dans les états de service. Après, ça reste à vérifier. Il est rapatrié puis démobilisé le 29 mai 1945. Jules Célestin Ancel est rappelé à l'activité et affecté au COI 120, c'est-à-dire Centre d'organisation de l'infanterie 120 à Nancy, en septembre 1945, puis il s'est réengagé. Il est nommé sergent-chef et il est affecté en mars 1946 au 2e régiment de chasseurs parachutistes appartenant à la 25e division aéroportée et il est envoyé au Maroc. Il est démobilisé définitivement en octobre 1947. Jules Célestin Ancel décède le 8 octobre 1991 à Thionville. Alors, je vais parler également du cas d'un Vosgien qui a failli partir pour Narvik. C'est le cas de Marcel Thomas, qui est né le 2 mai 1919 à Thiéfosse, dans la vallée de la Moselle. Il avait terminé l'école normale lorsqu'il est mobilisé en octobre 1939 à l'école d'officiers de réserve au camp d'Aubourg, où il sort sous-lieutenant, puis il est affecté au 60e bataillon de chasseurs alpins, à Antibes, en mai 1940. Ce bataillon était le bataillon de réserve du 20e BCA. D'ailleurs, que ce soit pour la Première Guerre mondiale ou pour la Seconde, si vous voulez avoir le bataillon de réserve d'un bataillon d'active, il faut le faire plus 40. Donc, il est chef de section mitrailleuse et d'engin. Alors Marcel Thomas a failli partir pour Narvik afin de renforcer le 20e BCA qui avait embarqué à destination de la Norvège. Une compagnie devait partir. Alors les chasseurs alpins avaient reçu l'habillement spécial pour le grand froid, dont la tenue blanche qu'il a portée pendant 48 heures, les chaussures de ski et d'autres équipements. Le colonel ne voulait pas qu'il parte parce que il avait besoin d'un officier pour l'instruction dont Marcel Thomas s'en occupait au bataillon. Mais ces chasseurs, eux, voulaient qu'il parte avec eux et lui disaient « Ah, mon lieutenant, partez avec nous, avec vous, nous passons à travers le feu. » Alors, finalement, un contre-ordre est arrivé et la compagnie n'est pas partie. En juin 1940, il a combattu contre les Italiens dans les Alpes. Ensuite, il rejoint les chantiers de jeunesse. Alors ensuite, en 1943, il participe à la création du maquis de Corcieux. Il sera l'adjoint du capitaine Vichard et il a participé à l'attaque de Tintru le 6 juin 1944. Après cela, il est arrêté par la Gestapo, puis déporté à Schirmeck, Dachau, à Auschwitz. Après la guerre, il devient instituteur puis directeur d'école. Il écrit ses mémoires qui s'intitulent « L'enfant du siècle se souvient » et il décède le 13 mars 2019 à Corcieux. Alors, d'autres Vosgiens ont fait partie d'unités qui étaient prévues pour la Norvège, mais qui n'ont jamais embarqué à cause de l'attaque du 10 mai 1940. Alors, le souvenir de la bataille de Narvik reste très présent au sein de l'armée française. Actuellement, il existe la Task Force Narvik, qui est déployée en Irak dans le cadre de l'opération Chamal. Son rôle est d'assurer la formation des soldats de l'armée irakienne qui est engagée dans la lutte contre Daesh.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, puis je remercie aussi Madame Souvet pour l'organisation de cette conférence. Et voilà, puis dans la foulée, j'en profite et puis je remercie aussi, il y a parmi nous, parmi les personnages que j'ai cités, la famille du lieutenant Morel, que je remercie d'être venu. Puis il y a peut-être parmi vous d'autres descendants de soldats français ayant participé à cette bataille. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour, euh, pour lancer mon appel à témoins afin de poursuivre mes recherches. Et n'hésitez pas à me contacter à mon adresse email et à mon numéro de téléphone que voici.